Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait du chapitre 52 du roman Gargantua, publié par Rabelais en 1534. Dans ce roman, Rabelais met en scène son personnage principal, un géant qu'il s'agit d'éduquer afin d'en faire un bon roi. Au fil des péripéties, Gargantua aura donc comme une épreuve initiatique à passer la guerre contre Picrocole, l'adversaire de son père Grand Gousier. Vainqueur des armées picrocolines, il va récompenser ses généraux, et notamment le frère Jean des Entomeurs, qui l'a bien servi. Je passe ainsi à la lecture du texte. Restait seulement le moine à pourvoir. Gargantua voulait le faire abbé de Seuillé, mais il le refusa, et il lui fait réponse péremptoire que de moine il ne voulait charge ni gouvernement. Car comment, disait-il, pourrais-je gouverner autrui, moi qui ne saurais me gouverner moi-même ? S'il vous semble que je vous aie fait et que puisse à l'avenir faire service agréable, donnez-moi de fonder une abbaye à mon idée. La demande plut à Gargantua, et le moine requitta Gargantua, qu'il institua sa religion, au contraire de toutes les autres. On le voit, le projet du moine de fonder une abbaye nouvelle est un projet qui est explicitement au contraire de toutes les autres. Simplement, le texte chez Rabelais est toujours à interpréter à plus haut sens, et cette opposition explicite aux abbayes traditionnelles questionne sur l'inversion complète de ce schéma. En cela, nous pouvons nous poser la question suivante: la religion de Thélème est-elle au contraire de toutes les autres ? Pour répondre à cette question, je découperai mon texte en 4 mouvements. Un premier qui ira de la ligne 1 à 8, dans lequel nous étudierons la donation de Gargantua à Frère Jean. Ensuite, une deuxième partie de la ligne 9 à 12, dans laquelle sera définie l'abbaye en elle-même. Une définition des religieux qui la composeront constituera la troisième partie de la ligne 13 à 23. Et enfin, une dernière partie de la ligne 24 à 32, dans laquelle nous aurons la définition des vœux de ces religieux. Je passe ainsi à mon commentaire. Le texte s'ouvre sur une mise en contexte. Nous sommes à la fin des guerres picrocolines et Gargantua se voit investi du pouvoir royal qui est celui de récompenser ses partisans dans la guerre. Il s'inscrit donc dans une tradition qui est une tradition de promotion, proposant à Frère Jean de devenir abbé de Seuillé, l'abbaye qu'il avait par ailleurs contribué à protéger des invasions. Simplement, cette promotion traditionnelle est refusée catégoriquement par le moine, refus qui se manifeste par une double négation, ne voulait charge ni gouvernement, ainsi que par l'adjectif péremptoire qui vient qualifier la réponse. Il est intéressant cependant de voir que la justification du moine fait passer du discours indirect, lui fait réponse que, au discours direct, avec les 2 points et l'ouverture des guillemets. En effet, cette métamorphose du discours indirect, c'est-à-dire de la parole rapportée par le narrateur, en discours direct, c'est-à-dire la parole du personnage sans intermédiaire, va remettre dès le début de notre extrait au centre l'importance de la parole, qui est fondamentale chez Rabelais. Ce qui est métaphorisé ici, c'est le refus des intermédiaires dans la transmission de la parole. La justification du moine, explicitée par la conjonction de coordination à valeur causale, car, insiste sur une égalité du moine avec les autres contre la proposition de hiérarchisation de ce moine. En effet, la balance entre autrui et moi-même, qui sont tous les deux COD du même verbe, gouverner, va remettre sur un pied d'égalité le frère Jean parmi les autres moines. Par ailleurs, il est intéressant de noter que le fait de savoir se gouverner est au centre d'une répétition de l'adverbe disjoint moi. Ici, c'est bien une disjonction qu'il s'agit de mettre en scène, disjonction autour d'une absence de savoir qui est celle de la charge hiérarchique. Par ailleurs, la bascule « ait fait, puisse à l'avenir faire » va venir mettre en scène une certaine forme de continuité du bien dans le passage du passé au futur,
même si cette continuité s'exprime au subjonctif, qui est le mode du coup de l'irréel. On peut noter la syllèpse sur le service, qui est à la fois le don de lui-même qu'a fait frère Jean à Gargantua dans le cadre des guerres picrocolines, mais aussi le service religieux, puisque le frère Jean est celui qui, tout du long du roman, va porter justement cette question de la religion. Ce service est par ailleurs agréable. On notera la postposition de l'adjectif qui lui donne une dimension objective. Cette forme de continuité du bien va du coup se manifester par la fondation d'une abbaye à son idée, instituant de fait une religion nouvelle car personnelle. Cette demande plaisant à Gargantua, elle l'institue de fait comme un roi ayant à cœur des principes de nouveauté dans les institutions représentées par le Verbe. Il s'agit donc alors explicitement d'instituer une religion au contraire de toutes les autres. Je passe ainsi à la deuxième partie qui va initier une longue liste des règles définissant l'abbaye. On retrouve toujours l'opposition entre l'abbaye nouvelle, Thélème, et les autres abbayes, ligne 10. Ces autres abbayes fonctionnant comme un repoussoir qu'il s'agirait d'éviter, comme le montre la conjonction de coordination à valeur causale, car la question des murailles soulève la notion de cloître ou d'enfermement des différents moines ou moniales dans les abbayes. Simplement, autant cette opposition se manifeste par l'utilisation de la négation, dans le cas de Thélème, n'y faudra jamais bâtir, et un adverbe renforçant l'adjectif, solidement muré. Simplement, on se rend bien compte que dans les deux cas, nous avons, pour Thélème comme pour les autres abbayes, nous avons le recours à un mot appartenant à la famille de mur. Il y a bien une opposition de fond, mais pas une opposition de forme. Cette règle va être justifiée par le moine à travers le jeu sur la paronomase et le jeu de mots. Il y a un mur devant et derrière. Il y a donc deux murs, un devant, un derrière, ce qui entraîne les murs que le moine développe à travers l'énumération envie et conspiration réciproque. La portée de l'adjectif réciproque est ici intéressante puisqu'il s'agit aussi bien de murmures d'envie et de conspiration à l'intérieur de l'abbaye, mais aussi à l'extérieur de cette abbaye, de la même manière que ces murmures, cette envie et cette conspiration sont de l'intérieur vers l'extérieur et de l'extérieur vers l'intérieur. À travers l'analyse de la portée de cet adjectif, il s'agit bien de remettre au centre non seulement la parole, puisque nous sommes ici explicitement au discours direct, mais aussi la réception de cette parole qui peut être problématique, posant de fait la question de l'interprétation. Je passe ainsi à ma troisième partie, qui va poursuivre la liste à travers la répétition de la locution latine item, qui va venir parodier les textes de loi religieux. La conjonction de subordination, parce que continue la réflexion sur les causes qu'il s'agirait ici d'éviter afin de créer cette abbaye nouvelle. Cette règle-ci porte sur les religieux qui y seront accueillis. Ces religieux seront des hommes et des femmes caractérisés exclusivement de manière négative à travers une énumération d'adjectifs extrêmement dépréciatifs, voire à valeur comique. Cette cause va être coupée de sa conséquence par à nouveau un recours au discours direct qui va jouer sur, à nouveau là encore, une blague, un jeu de mots. La réponse de Gargantua à la devinette insiste sur le stéréotype qu'il s'agirait justement de contrer, et la réponse du moine, affaire des chemises, viendrait a priori renforcer ce stéréotype. Simplement, ce renforcement paraît étonnant dans un projet d'abbaye nouvelle. En réalité, il s'agit ici d'une blague reposant sur un jeu de mots qui ne fonctionne plus en français moderne, mais qui fonctionnait en langue originale, puisque la devinette était une femme qui n'est ni belle ni bonne, à quoi vos toiles ? Et la toile sert effectivement à faire des chemises. À travers cette blague, c'est bel et bien un jeu sur le sens propre, sur le sens figuré et sur l'interprétation de la parole qu'il s'agit de mettre en scène. On passe alors à la conséquence dont la cause avait été coupée, comme le montrent les points de suspension à la ligne 15 et à la ligne 19.
On observe évidemment une opposition complète entre l'énumération dépréciative et la nouvelle énumération méliorative. Simplement, on peut voir que ces énumérations sont dans les deux cas introduites par la même structure négative avec une négation restrictive à la ligne 13 comme à la ligne 19. Là encore, une opposition de fond, mais une similarité de forme. Par ailleurs, ces énumérations sont intéressantes puisqu'elle va être construite sur des parallélismes, bel, beau, bien formé, bien naturé. Parallélisme qui va permettre de réintroduire un ordre dans les énumérations initiales qui étaient désordonnées. La troisième règle rappelle les fréquentations des hommes dans les couvents des femmes, fréquentation clandestine qu'il s'agira alors d'éviter. Ainsi, l'abbaye nouvelle mêlera les hommes et les femmes à travers une structure en parallélisme, les femmes sans que n'y fussent les hommes sans que n'y fussent les femmes, parallélisme qui se redouble d'un chiasme, femme-homme, homme-femme, qui pourrait représenter des embrassades. Ainsi, à travers cette opposition de façades, c'est toujours une certaine forme de similarité, puisque à travers le chiasme se reprend l'idée des visites clandestines des hommes dans les couvents des femmes. De la même manière, l'opposition des abbayes traditionnelles et de la nouvelle abbaye se fait toujours sur le même mode syntaxique par le biais de l'utilisation de la négation, ne pas ou ne jamais. Je passe ainsi à ma dernière partie avec la quatrième règle qui porte sur l'entrée à perpétuité au couvent. On note dans le système traditionnel une certaine forme de répétitivité, notamment à travers l'usage des pléonasmes forcés et obligés perpétuellement leur vie durant, pléonasmes qui constituent ainsi une certaine forme d'insulte à la logique, fonctionnant ainsi comme une critique de cette règle. À cette règle va s'opposer du coup la règle suivante, ils peuvent sortir quand bon leur semble, librement et entièrement. Ici, on aurait envie de dire qu'il y a une répétition aussi, simplement, contrairement au pléonasme précédent, il y a dans les termes de cette énumération une certaine forme de nuance, en tout cas une nuance de sens. Donc cette opposition reste quand même une certaine forme de continuité syntaxique, tant homme que femme, etc. Il fut établi que tant homme que femme, etc. On est toujours dans une forme de répétitivité ou de continuité. Dernier argument qui porte sur les vœux, la chasteté, la pauvreté et l'obéissance, qui vont être ici explicitement contrés, mariés, riches, liberté. Ces énumérations étant par ailleurs constituées en parallélisme, chasteté, marié, pauvreté, riche, obéissance, liberté, parallélisme qui là encore réinstitutionnalise une certaine forme d'ordre. Le texte se clôt sur la question de l'âge, les femmes de 10 à 15 ans, les hommes de 12 à 18 ans, qui est intéressante puisqu'elle insiste plutôt sur la valeur formative de l'abbaye. Il ne s'agit pas ici d'une retraite, mais bien d'une préparation à entrer dans le monde. Simplement, elle constitue aussi une certaine forme de contradiction, puisque s'ils doivent sortir à 15 ou 18 ans, eh bien ils ne sortent pas quand bon leur semble, effectivement, puisqu'il y a un moment où ils seront obligés de partir. Cette contradiction finale amène aussi une certaine forme de mise en doute de la logique interne de Thélème, qui la constitue de fait comme un lieu utopique au sens propre, c'est-à-dire un lieu qui n'existe pas. La religion de Thélème est-elle au contraire de toutes les autres ? Nous avons vu que dans le texte, il y avait un système d'opposition constant entre Thélème d'une part et les autres abbayes d'autre part. Mais cette contradiction est essentiellement thématique. Pour ce qui est de la forme et de la stylistique, c'est plutôt sur des phénomènes d'identité que va fonctionner le couple Thélème-autres abbayes, notamment sur ce qui concerne stylistiquement l'usage des parallélismes et sur l'usage syntaxique de la négation. L'opposition de Thélème et des autres est une opposition apparente. Au centre de ce texte est remise à l'honneur la question de la parole, notamment sur la prévalence du discours direct au profit de la narration. Cette reviviscence de la parole, qui va être métaphorisée par exemple par les jeux de mots, va venir insister sur la nécessité de lire le texte en sens agile, comme le demande l'inscription sur la porte de Thélème. Ici, la référence est sans doute aussi celle du sola scriptura, qui est l'idée que la parole, avec un P majuscule, l'écriture sacrée, est plus importante que ce qu'en dit l'Église. Cette critique de la religion n'est en aucun cas une remise en cause de la religion.
puisque c'est bien la parole, texte sacré, qui est remis au centre. De la même manière, le choix du nom, télème, qui vient de téléma, la volonté, appartient lui-même au lexique religieux. Il s'agit avec télème de retrouver une certaine volonté divine qui va se concrétiser par le rapport entre beauté et bonté qui s'inscrit dans une logique aristotélicienne et scolastique purement académique. Cette abbaye de Thélème est donc une utopie, essentiellement un non-lieu, un lieu qui n'existe pas, comme le montre cette opposition apparente et cette identité formelle qui en font de fait une contradiction en soi. En réalité, à Thélème, c'est au sens propre que l'on rentre dans les ordres, puisqu'avec cette série de règles, il s'agit aussi bien d'ordonner la religion que d'entrer en religion. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de l'expression de la négation, lignes 13 à 15. La négation peut porter soit sur des verbes de manière syntaxique, soit sur autre chose que des verbes de manière lexicale. En l'occurrence, ici, nous avons deux négations syntaxiques qui sont toutes les deux des négations exceptives, puisqu'elles sont constituées toutes les deux d'un discordantiel ne et du même forclusif que, niant de fait le même verbe sous-entendu. La conjonction de coordination ni étant ici la contraction de et plus discordantiel ne. On a donc on ne mettait au couvent les femmes que et on ne mettait au couvent les hommes que. Pour ce qui est des négations lexicales, nous en avons une qui est évidente, il s'agit de l'adjectif insensé. Ici, le préfixe un est bien un préfixe privatif qui institue l'adjectif sensé à l'inverse. Insensé, c'est qui a perdu le sens ou qui est privé de sens. Il faut faire attention à l'adjectif infirme qui le suit, que l'on pourrait interpréter comme un préfixe négatif, là encore, mais ce serait une erreur puisque infirme n'est pas l'inverse de firme. Ici, ce n'est pas un préfixe, ça constitue le radical du mot. Enfin, on pourrait mettre dans la liste des négations lexicales le syntagme mal né, qui pourrait s'orthographier comme il est là en deux mots, mais aussi bien en un seul mot, mal pouvant aussi être utilisé en préfixe négatif. Mal né, c'est effectivement qui n'est pas bien né.